L'illusion dorée, quand le plaisir devient une prison. Il est des prisons sans barreaux, sans gardien, sans clé. Des prisons qui se parent d'écrans lumineux, de rires en boîte, de douceurs sucrées et de vibrations dans la poche. Ce ne sont pas les geôles de l'oppression, mais celles du consentement. Et c'est là que commence le piège. Le monde d'aujourd'hui ne fait pas de bruit quand il enferme. Il caresse au lieu de frapper. Il distrait au lieu d'interroger. Il offre tout, sauf l'essentiel. La douleur, le vide, la solitude. On ne les affronte plus, on les maquille avec des divertissements. Et dans cette fuite permanente, l'âme oublie comment respirer. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, n'a pas bâti un cauchemar mécanique. Il a peint un monde doux, presque trop doux. Un monde où l'on ne pleure plus, où l'on ne doute plus, où l'on ne pense plus. Car penser fait mal, réfléchir réveille les blessures. Et dans une société qui sacralise le confort, tout ce qui dérange doit être effacé. Le soma, cette drogue légale offerte à tous, n'est pas un poison visible. C'est une caresse chimique, une promesse de bonheur sans conscience. Elle n'éveille pas, elle endort. Et ce sommeil intérieur, imperceptible, est le plus grand drame de notre époque. Mais avons-nous besoin du soma ? Ne l'avons-nous pas remplacé par nos propres artifices ? La dopamine, offerte par les likes. La consolation des achats compulsifs. L'illusion d'amour derrière les relations éphémères. L'anesthésie est partout. Et nous l'avons appelée liberté. Le plus efficace des esclavages est celui dont l'esclave ne connaît pas la chaîne. Cette phrase anonyme résonne comme un murmure dans le vacarme numérique. Car notre servitude moderne n'a pas de maître visible. C'est une servitude à soi-même, à nos envies immédiates, à nos désirs les plus fugaces. Nous sommes devenus esclaves de ce qui nous donne du plaisir, et pourtant, cela ne nous rend pas heureux. Regarde autour de toi. Les visages baissés sur les écrans, les silences dans les repas de famille, les fuites dans les séries, les jeux, les scrolls infinis. Le monde réel devient insupportable parce qu'il demande de la présence, de l'attention, de la conscience. Et si c'était ça, le cauchemar de Huxley ? Non pas un monde brutal, mais un monde trop doux pour réveiller l'esprit. Le piège du plaisir, c'est qu'il ne dit jamais « assez ». Il se renouvelle, se déguise, revient plus fort. Il est capable de séduire jusqu'à ceux qui se croient éveillés. Il fait croire à la vie, alors qu'il érode l'âme. Sommes-nous encore capables de rester seuls avec nos pensées sans en chercher l'échappatoire ? Sommes-nous encore capables d'ennui, de silence, de contemplation ? Ou avons-nous sacrifié tout cela pour l'euphorie passagère ? On nous a appris que le bonheur était un droit. Mais on ne nous a pas appris que le vrai bonheur se mérite, qu'il demande de traverser le manque, le vide, l'inconfort. Et dans ce refus de souffrir, on a troqué la profondeur contre la légèreté. Le monde de Huxley n'est pas une fiction, c'est un miroir. Et si nous le regardons bien, nous y verrons nos visages, nos habitudes, nos réflexes, et surtout, notre peur la plus enfouie, celle d'avoir à faire face à nous-mêmes. Quand une société place le plaisir au sommet de toutes les valeurs, elle éradique le sacré. Elle banalise l'effort, la discipline, le mystère. Elle transforme l'homme en consommateur de sensations, non en chercheur de sens. Ce n'est pas une critique morale. Ce n'est pas un appel à fuir la joie. C'est un cri doux, une alarme subtile. Et si le confort que nous cherchons était justement ce qui nous empêche d'évoluer ? Le plaisir n'est pas un ennemi, mais son excès devient un poison lent. Et le poison le plus dangereux est celui qui a le goût du miel. Regarde bien, écoute ton rythme intérieur. Quand tu n'as rien à faire, que fais-tu ? Quand tu ressens un malaise, à quoi te raccroches-tu ? Ce que tu fuis t'enseigne ce que tu n'as pas encore guéri. Et si le monde te proposait de tout oublier, auras-tu le courage de tout ressentir ? La biologie du plaisir. Ce que le cerveau ne nous dit pas, tout commence dans l'ombre discrète d'un petit messager chimique, la dopamine. Dans notre cerveau, elle agit comme un signal d'alerte positif, un encouragement à répéter une action qui semble bénéfique. Elle étoffe la promesse d'une récompense, le déclencheur d'un désir.
l'étincelle qui nous pousse à tendre la main vers ce que l'on croit être une source de bonheur. Ce système dopaminergique, centré autour du noyau accumbens et du cortex préfrontal, est au cœur de notre rapport au plaisir. Il a été programmé pour assurer notre survie, manger, se reproduire, se lier aux autres. À l'origine, la dopamine n'est pas un plaisir en soi, elle est une motivation. Un moteur biologique qui nous pousse à agir, à explorer, à répéter ce qui semble avantageux. Mais dans notre monde moderne, ce moteur a été détourné. Nos environnements, numériques et consuméristes, l'activent sans cesse avec une intensité que notre biologie n'a jamais anticipée. Chaque notification, chaque j'aime, chaque image attrayante, chaque mot flatteur déclenche une petite décharge, un minuscule shoot de plaisir anticipé. Et notre cerveau, fasciné, apprend vite à le rechercher encore et encore. Mais il y a une loi fondamentale du cerveau qu'on oublie. Plus on stimule un circuit dopaminergique, plus il se désensibilise. Ce phénomène s'appelle la tolérance. Ce qui nous excitait hier devient banal aujourd'hui. Et ce qui est banal aujourd'hui deviendra insuffisant demain. Ce qui est agréable n'est pas toujours bon. Et ce qui est bon n'est pas toujours agréable. Socrate. Cette citation trouve ici toute sa pertinence. Car ce que la dopamine nous pousse à répéter n'est pas toujours sain. Le plaisir devient un leurre neurochimique et nous tombons dans un cercle vicieux. Nous ne recherchons plus ce qui est bon pour nous, mais ce qui est agréable sur le moment au prix de notre équilibre à long terme. La dopamine, en fait, ne récompense pas l'atteinte du plaisir, mais l'anticipation du plaisir. C'est cette attente qui crée le désir. Et c'est cette attente qui est exploitée dans les algorithmes des réseaux sociaux, les mécaniques des jeux vidéo, les publicités ciblées. On ne nous donne pas du plaisir. On nous maintient dans un état de tension permanente, d'attente, de frustration douce. Et si nous observons bien, nous verrons que le plaisir moderne ne comble pas le vide. Il l'étire. Il le fait taire pour quelques minutes avant de le laisser revenir plus vaste, plus profond. Nous ne poursuivons plus le bonheur, nous fuyons le manque. Et cette fuite est mesurable. De nombreuses études en neurosciences ont démontré que les comportements addictifs, que ce soit à la nourriture, aux écrans, au sexe, au travail ou même à l'approbation sociale, suivent le même schéma. Un stimulus, une anticipation, une montée de dopamine, un soulagement temporaire, puis une rechute dans le vide. Le cerveau alors s'adapte. Il réduit sa production naturelle, il devient dépendant de ces stimuli extérieurs pour fonctionner normalement. Et nous voilà piégés, pas dans une prison visible, mais dans un labyrinthe interne dont nous sommes les architectes involontaires. L'homme est libre au moment où il veut l'être. Voltaire. Mais peut-on vouloir ce que l'on ne comprend pas ? Peut-on résister à des mécanismes invisibles que même notre volonté n'identifie pas toujours ? Pose-toi cette question simple. Quand tu es fatigué, stressé, seul, que fais-tu ? Ouvres-tu ton téléphone ? Cherches-tu un sucre, un bruit, un rire rapide, un contenu distrayant ? Et que cherches-tu réellement à ce moment-là ? Le plaisir ou l'oubli ? Car c'est peut-être là la ruse la plus fine du cerveau dopaminergique. Il nous fait croire que nous cherchons du bien-être alors que nous cherchons à fuir une tension, une douleur, un inconfort silencieux. Il y a dans notre époque une forme de tyrannie douce, celle de l'autostimulation permanente. Ce n'est pas qu'on nous empêche de penser, c'est qu'on nous pousse à ne jamais nous arrêter assez longtemps pour réaliser à quel point nous avons besoin de repenser. La dopamine n'est pas notre ennemie. Elle est une alliée puissante, une source d'élan, d'initiative, d'exploration. Mais entre de mauvaises mains, ou livrée à elle-même dans un monde de surexcitation constante, elle devient une voix qui crie toujours « encore », même quand le silence serait salvateur. Et si le plaisir n'était pas une récompense, mais un piège neurochimique savamment déguisé ? Un piège où le cerveau ne veut pas sortir, parce qu'il pense qu'il est libre ? Huxley contre Orwell. 2 dystopies, 2 pièges. Il y a des avertissements qui se hurlent, et d'autres qui se murmurent. George Orwell et Aldous Huxley nous ont offert chacun leur version du cauchemar moderne. 2 visions de l'asservissement. 2 manières de perdre notre humanité. Dans 1984,
Orwell nous montre un monde ravagé par la peur, un pouvoir centralisé, brutal, omniprésent. Un œil qui voit tout, une vérité déformée à volonté. Le langage réduit à une novlangue qui empêche de penser. La répression est physique, tangible, brutale. On torture, on efface, on brise. On plie les esprits par la force. Chez Huxley, c'est plus subtil. Le meilleur des mondes décrit une société sans douleur, sans conflit, sans peur, mais aussi sans amour véritable, sans spiritualité, sans art profond. Le contrôle ne passe pas par la contrainte, mais par la satisfaction permanente. On endort les masses à coups de plaisirs préfabriqués, de drogues qui effacent le malaise, de distractions constantes. Et si les deux avaient raison, et si notre monde actuel oscillait entre ces deux formes d'oppression, entre la surveillance invisible et le divertissement sans fin, entre la censure brutale et la noyote de l'information dans un océan de futilité, les civilisations ne sont pas conquises, elles se suicident. Arnold G. Toynbee. Cette phrase résume à elle seule le cœur du paradoxe. Orwell craignait que la vérité soit supprimée. Huxley craignait qu'elle devienne insignifiante. Dans notre époque, sommes-nous confrontés à une synthèse des deux cauchemars. Les réseaux sociaux, les publicités, les écrans omniprésents, voilà le soma moderne. Ils ne sont pas imposés. Nous les consommons volontiers. Ils ne nous punissent pas, ils nous récompensent. Et dans cette récompense, notre attention s'éparpille, notre capacité à penser s'érode. Mais en parallèle, la surveillance existe bel et bien. Les données, les algorithmes, les métadonnées, les caméras intelligentes. L'omniprésence numérique ne contrôle pas avec des matraques, mais avec des prédictions. Elle anticipe nos désirs, façonne nos opinions et oriente nos comportements. La question n'est donc plus de savoir qui avait raison. La question est, quel piège avons-nous accepté en silence ? Orwell aurait vu dans notre monde une forme de guerre psychologique silencieuse. La peur d'être jugé, censuré, supprimé d'un réseau. Huxley, lui, aurait observé la prolifération des contenus légers, la glorification du futile, l'oubli du silence, la haine de l'ennui. Il suffit de comparer les slogans de leurs mondes imaginaires pour comprendre l'ampleur du dilemme. Orwell. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Huxley. Tout le monde appartient à tout le monde. Une journée sans soma est une journée perdue. L'un pervertit le langage pour contrôler l'esprit. L'autre supprime le besoin même de penser en rendant la pensée obsolète. La peur face au rire. La douleur contre la distraction. La censure contre la satiété. Et nous, au milieu de ces extrêmes, que choisissons-nous ? Nous vivons dans une époque où penser fatigue, où lire un texte long devient un défi, où le silence met mal à l'aise, où tout doit aller vite, briller, séduire. Nous ne sommes plus poussés à chercher la vérité, mais à aimer ce qui nous divertit. Orwell avait peur d'un futur où les livres seraient interdits. Huxley redoutait un futur où plus personne ne voudrait lire. Et ce silence, ce désintérêt profond pour la sagesse, n'est-il pas plus terrifiant que la censure ? Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle, mais peut-on vivre pleinement dans un monde qui anesthésie la conscience ? Qui transforme chaque moment de silence en une course au contenu ? Peut-on encore exister dans la lenteur, dans l'effort, dans l'inconfort d'un questionnement authentique ? Huxley et Orwell, en vérité, ne décrivaient pas des avenirs séparés. Ils décrivaient les deux pôles d'un même effondrement, celui de l'âme humaine. Dans l'un, elle est brisée, dans l'autre, elle est vidée. Et la tyrannie la plus dangereuse est peut-être celle que nous accueillons avec le sourire. Alors, la question demeure. Préférons-nous être opprimés ou divertis à mort ? Le jour où j'ai arrêté de ressentir, style narratif introspectif à la première personne, je me souviens très bien de ce matin-là. Le soleil se levait sur la ville comme tous les autres jours, mais je ne le voyais plus. Mes yeux l'avaient vu, bien sûr. C'était là, derrière les rideaux semi-fermés. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Aucune lumière, aucune réaction. Je me suis levé, par automatisme. J'ai marché vers la cuisine. J'ai allumé la machine à café.
comme chaque matin. J'ai pris mon téléphone avant même de me brosser les dents. Je l'ai fait défiler sans même penser. Et pendant un instant, je me suis senti absent, là, sans être là. C'est étrange d'être vivant et de ne plus sentir sa propre vie. Tout semblait fonctionner, tout roulait. Ma vie, vue de l'extérieur, avait tout pour plaire. Mais à l'intérieur, plus rien ne vibrait. Plus de passion, plus d'élan, plus de sens. C'était comme si mon cerveau continuait de chercher quelque chose à quoi s'accrocher, mais que plus rien n'avait de goût. Le café, American, les messages, vide. Les vidéos, déjà vues. J'en avais assez, et pourtant je continuais. Je glissais d'une chose à l'autre, comme on saute de caillou en caillou pour éviter de toucher le sol. Mais à quoi fuyais-je, exactement? Je me suis assis. J'ai fermé les yeux. Et une peur m'a traversé. Et si je n'étais plus capable de ressentir? Pas de tristesse profonde, pas de joie sincère, juste une ligne plate. Comme un cœur qui cesse de battre sans bruit. Je me suis revu, adolescent, émerveillé par un coucher de soleil. J'étais capable de rester assis pendant des heures à écouter le silence. Aujourd'hui, je ne supportais pas 5 minutes sans bruit. Mon esprit criait. Il voulait du contenu, du mouvement, de la stimulation. Mais plus j'en consommais, plus je m'éteignais. Le vrai désespoir n'est pas de souffrir, mais de ne plus rien ressentir. Cette habitude, j'avais perdu la capacité à ressentir la moindre étincelle. Je n'avais pas été brisé, j'avais été lentement anesthésié. C'était insidieux, progressif. Et ça portait les visages les plus doux, la série réconfortante du soir, la gourmandise rassurante, les likes bienveillants, la dopamine déguisée en amour. Mais le plaisir, lorsqu'il est constant, tue la profondeur. C'est ce jour-là que j'ai décidé de m'arrêter. Pas de manière spectaculaire, juste arrêter de remplir chaque vide, laisser venir l'ennui, l'inconfort, le silence. La première fois que j'ai éteint mon téléphone une journée entière, c'était terrifiant. Mon corps me réclamait du bruit, mon esprit hurlait sa dépendance. Mais dans ce chaos intérieur, quelque chose a recommencé à bouger. Une mémoire, un souffle, une lumière infime. J'étais en train de me réapprendre. On croit que le plaisir est une lumière. En réalité, il peut être un écran. Il éclaire la surface, mais il obscurcit les profondeurs. Ce n'est pas le plaisir qui mène au bonheur, mais le sens. Viktor Frankl. Ce jour-là, je n'ai pas trouvé de réponse définitive. Je n'ai pas vu la lumière, mais j'ai vu l'ombre. Et j'ai compris que l'ombre, c'était moi. Et toi, que ressens-tu vraiment quand tout s'arrête? Que se passe-t-il en toi quand il n'y a plus rien à faire défiler?